Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de ce Sens Public. On est ensemble pour 90 minutes, 1h30 de débat, de reportage et d'expertise. La promesse, vous le savez, elle est dans le titre, donner du sens à l'actualité et se mettre au service du public. Vous proposer des clés de compréhension des mutations profondes de notre société. Voici le sommaire de ce 15 septembre. Emmanuel Macron va-t-il accélérer sur la réforme des retraites? Le président pourrait l'intégrer à l'examen du budget. Les syndicats et les oppositions sont déjà vent debout, dénoncent un passage en force. Voici la réponse du porte-parole du gouvernement. Ça s'appelle pas un passage en force, ça s'appelle un débat au Parlement. Les retraites, mais aussi la rentrée parlementaire du parti LR et puis la gauche qui se bagarre sur la valeur travail. 3 thèmes pour notre premier débat 100% politique. Et puis dans 45 minutes, ne ratez pas l'analyse de nos experts sur la banalisation de l'extrême droite en Europe. La Suède et l'Italie sont en train de basculer, des victoires électorales qui reposent notamment, mais pas seulement, sur le thème de l'immigration et qui fragilisent certaines des valeurs fondatrices de l'Union européenne. Vous verrez. Mais d'abord, la réforme des retraites et cette tentation du sprint. Cécile Sixou. Emmanuel Macron est pressé. Il veut faire démarrer sa réforme des retraites avant l'été 2023. Et pour accélérer le tempo, l'hypothèse de l'intégrer sous forme d'amendement dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale fait son chemin. Le gouvernement, en tout cas, ne l'exclut pas. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est que ça démarre à l'été 2023. Il y a plusieurs moyens d'y parvenir, dont celui que vous avez évoqué. Mais les discussions sont en cours et il n'y a pas de décision prise sur le sujet. Nous n'excluons aucune hypothèse. La Première ministre l'a dit hier. Oui. Nous devons trouver ces modalités. Elles ne sont pas arrêtées. Et tant qu'elles ne sont pas arrêtées, nous n'excluons aucune hypothèse. Il est urgent de faire une réforme et de l'enclencher. On parle, il faut agir. Côté LR, 6 députés et sénateurs réunis à Biarritz pour leur journée parlementaire ne sont pas contre une réforme des retraites. Ils ne cautionnent pas la méthode. Il y a plein de sujets qui méritent quand même un minimum de discussion avec les partenaires sociaux. Et donc, on ne peut pas passer d'une situation où on a eu M. Delevoye qui a travaillé 3 ans pour rien, à une situation où on réglerait ça en 3 jours. Donc voilà, ça ne peut pas être le Parlement contre les partenaires sociaux. Il faut qu'il y ait un minimum de concertation avant d'arriver devant le Parlement. À gauche, même constat, passer au-dessus des discussions serait un manque de respect pour les partenaires sociaux. Si le président de la République fait ça, c'est une provocation parce que faire passer ça dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est effectivement très simple. Ça peut prendre 5 minutes. Voilà. C'est une ligne qu'on rajoute. C'est un débat entre droite et gauche. On sait comment il sera soldé. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de négociation avant. Si le gouvernement choisit cette option, il devra en tout cas faire face à une opposition claire du RN. Si Emmanuel Macron, comme je peux l'entendre, se sert du budget de la sécurité sociale pour s'attaquer aux retraites, c'est-à-dire contourner en réalité un débat véritablement sur ce sujet, il va se trouver confronté à une opposition totale de notre part. Face à l'opposition de la plupart des partis, le gouvernement pourrait utiliser l'article 49.3 de la Constitution qui lui permet de faire passer la loi sans vote du Parlement, un passage en force qui pourrait braquer l'opinion et faire descendre dans la rue les opposants au projet de réforme. La réforme des retraites, c'est le thème, le premier thème de ce débat avec Nathalie Moret. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste politique pour le groupe EBRA. J'accueille également Mathieu Souquier, essayiste. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Mathieu. Bienvenue à Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir. Bonsoir. Fondateur, directeur d'Atlantico. Et Laetitia Krupa, éditorialiste politique. Bonsoir, Thomas. À mes côtés, comme chaque jeudi, la tentation du sprint. C'est bien ce que j'ai prononcé et pas une référence à une boisson qu'on a peut-être tous goûté pendant l'été. Vous êtes un peu en vacances les uns et les autres à avoir entendu cette prononciation. Bref, ce n'est pas très grave. Nathalie Moret, cette tentation d'accélérer, je vais dire ça comme ça, le calendrier sur la réforme des retraites, pourquoi Emmanuel Macron a-t-il cette tentation? Est-ce qu'il imagine peut-être une faible mobilisation de l'opinion? Ça peut être quoi son analyse? Je pense que c'est en partie ça. D'abord, il faut refaire le film. Quand il voit les journalistes de l'association de la presse présidentielle, donc c'était lundi, moi j'y étais, je peux vous assurer qu'on était à environ 80-90, on a tous été saisis quand le président de la République nous a dit que oui, cette réforme était absolument utile et qu'il fallait aller très vite. Quand on lui a demandé si c'était possible de le faire dans le cadre du PLFSS, il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Le projet de loi de finances, voilà, c'est ça. Pourquoi il fait ça? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il a le sentiment, et sans doute à juste titre, que l'opinion est plus dans la lassitude que dans la colère. On sort de 2 années de pandémie.
On est actuellement complètement dans l'inquiétude par rapport à l'inflation et au coût de la vie. Il sait que les Français, même s'ils sont un peu agacés, ont quand même conscience qu'en France, c'est plutôt mieux qu'ailleurs. Donc il se dit, voilà, c'est un sujet épineux, c'est un sujet qui de toute façon ne fera pas l'unanimité. Donc si je le fais maintenant, peut-être qu'il y a une façon, peut-être que ça passera mieux que plus tard. Le deuxième calcul qu'il fait, c'est que lui, il en tirera un bénéfice. Il apparaîtra comme un réformateur, alors que pour l'instant, il n'apparaît pas comme un réformateur. Or, c'était son ADN. C'est pour ça qu'il avait été élu en 2017. Donc, il apparaîtra comme un réformateur, et ça viendra mettre un coin sur sa droite, à l'opposition LR. L'opposition LR qui lui reproche justement de ne pas avoir fait cette réforme. Mathieu Souguia, vous dites quoi? Bonne idée ou erreur politique s'il le fait? En tout cas, c'est un risque politique. Mais je rebondis totalement et je souscris à ce que vous dites. Il y a effectivement l'ADN réformateur d'Emmanuel Macron avec lequel il a sans doute envie de renouer. Il y a peut-être la volonté aussi de redevenir un peu le maître des horloges. Ça fait des semaines et des mois qu'il a perdu la main sur l'agenda politique et donc c'est une façon de prendre un peu tout le monde de court et par surprise. Et effectivement, sans doute a-t-il lu la grande enquête que vos confrères de Challenge ont publiée de l'Institut Harris Interactive il y a 15 jours. Dans le Challenge, avec justement un long papier d'Emmanuel Macron pour commenter l'humeur des Français, l'état d'esprit des Français et pour présenter un peu sa feuille de route de la rentrée. Et cette enquête est assez saisissante parce que, alors que les Français sont ultra pessimistes et depuis longtemps, plus pessimistes que tous les autres peuples, on voit que l'opinion française en cette rentrée semble se porter moins mal que lors des rentrées précédentes. Mieux même, les deux sentiments qui dominent sont positifs. Ça n'est jamais le cas. Quand on prend le pouls des Français, ce sont toujours l'inquiétude, la lassitude et la peur qui dominent. Là, c'est la détermination et une forme d'optimisme. Donc peut-être que Emmanuel Macron a pris très au sérieux cette enquête et qu'il se dit qu'il y a effectivement un trou de souris. Mais pourtant, il y a un risque politique très net. Sur le fond, encore une fois, ça n'était pas la priorité politique, ça ne figurait pas parmi les priorités politiques qu'il avait assignées à Elisabeth Borne au moment de sa nomination. Il avait dit 1, planification écologique, 2, santé, 3, école. Il n'avait plus parlé de la réforme des retraites. Il n'en a pas parlé le 14 juillet. C'est pour ça que c'était surprenant face aux journalistes présidentiels de dire ça y est, il faut y aller. Et sur la forme, quand même, il y a une vraie prise de risque. Il nous a expliqué que le deuxième quinquennat allait se dérouler de façon radicalement différente, que la méthode ne serait pas du tout la même, que le Parlement lui-même aurait à dialoguer, à débattre et à nouer des compromis. Là, on fait l'inverse. Et j'ajoute même qu'il a bypassé toute la société civile et tous les corps intermédiaires pendant les 5 années écoulées. Et là, et le MEDEF, et les représentants des patrons, du patronat, et le premier syndicat français, la CFDT, ont dit que la réforme des retraites ne devait pas être inscrite à l'agenda de la rentrée. Justement, Jean-Sébastien Ferjou, c'était là-dessus, je voulais vous entendre peut-être sur la gouvernance ou la conception du pouvoir d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette possible décision d'accélérer sur les retraites et de passer comme ça via le vote du budget ? Sur ses motivations à lui, probablement, effectivement, ce qui a été exposé là. En revanche, à mon sens, c'est non seulement un risque politique, parce que quelle que soit l'humeur des Français, on peut facilement imaginer que les oppositions seraient capables de mettre les gens dans la rue. Et puisque c'est un calcul essentiellement budgétaire qui est fait sur la réforme des retraites, il n'y a pas dans l'absolu une urgence tout de suite. Le système est à l'équilibre. Là, en l'état, il ne le sera pas si on se projette dans le temps, mais là, en l'état, sur les années qui viennent, il l'est. Donc c'est un arbitrage budgétaire qu'il veut faire. Mais ça, c'est un déni démocratique. Enfin, pas de faire un arbitrage budgétaire, mais de passer par cette voie-là. Parce que pour le coup, Olivier Véran est particulièrement hypocrite en disant qu'il y a un débat parlementaire. S'il y a un débat, mais que de toute façon, le gouvernement le fait voter par le 49.3, peu importe ce qui aurait été dit dans le débat. Et je pense qu'Emmanuel Macron prend un grand risque politique. Il faut se souvenir, vous faisiez référence à l'état des Français ou l'opinion des Français, mais les Français, ils disaient aussi très largement qu'ils étaient en faveur de la transition énergétique et de la taxe carbone avant les Gilets jaunes. Et puis, il y a eu les Gilets jaunes. Avons-nous fait, c'est pour ça que je vous disais, même en matière d'arbitrage budgétaire, avons-nous fait le calcul de ce qu'a coûté à la France, de ce qu'ont coûté à la France les mouvements sociaux du quinquennat précédent? Le pays a été bloqué. Je ne vous parle pas du Covid. Emmanuel Macron n'est évidemment pas responsable du Covid. Il l'est en revanche assez largement sur les Gilets jaunes et il l'était aussi sur la réforme des retraites. Combien de commerces ont dû fermer à cause de ça? Parce que quand vous commencez à rentrer dans des logiques budgétaires, parce que pourquoi on veut faire cette réforme des retraites? Comme je vous le disais, c'est pas pour l'équilibre des retraites en soi, c'est pour dégager des marges de manœuvre budgétaires
Pour le reste, mais ça mérite, c'est un vrai enjeu, mais ça mérite un véritable débat démocratique, pas de passer comme ça, parce que l'État peut faire beaucoup il suffit de lire les rapports de la Cour des comptes, si on veut faire des économies, il y a beaucoup d'endroits où on veut les faire. Pourquoi les Français devraient-ils être la variable d'ajustement pour qu'Emmanuel Macron puisse œuvrer à son image, je suis un réformateur, et par ailleurs, pour que l'État ne fasse lui aucun effort sur ses finances. Je trouve que vous avez, Thomas, une drôle de conception du sprint, parce que quand même, cette réforme des retraites, il l'a annoncée en 2017. Oui. Alors, passer en force, c'est une erreur de pure stratégie politique. Pourquoi passer en force ce qu'on annonce depuis plus de 5 ans ? C'est difficilement compréhensible. Il l'a annoncé, il faut l'endosser, il faut l'assumer, il faut avoir le courage politique et la volonté de l'expliquer aux Français. Peut-être, comme dit Jean-Sébastien, parce que nous avons besoin effectivement de dégager davantage de budget, mais je ne comprends pas ce passage en force. Il y a une explication peut-être, Mathieu Soukia, vous pouvez rappeler l'usage du 49.3. Il n'y a pas beaucoup de cartouches dans le barillet. Il y en a une pour le budget, de toute façon, et puis il peut y en avoir une autre pour une autre réforme. Donc là, c'est une façon de se garder une cartouche. La réforme institutionnelle, effectivement, de 2008-2009 change la donne. Non seulement Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter, mais d'ici la fin de son quinquennat, il ne pourra faire qu'un usage limité du 49.3. Donc ça change considérablement la donne, et d'une certaine façon, ça l'affaiblit. Et du coup, la tentation du passage en force, en l'occurrence, on peut y succomber quand on est fort, mais le passage en force quand on est faible, et l'analyse politique quand même qu'on peut faire, c'est que Emmanuel Macron n'est pas aussi fort que cela, et qu'il est même assez faible dans cette rentrée politique, c'est extrêmement risqué. Et puis, Nathalie Moret, il y a la question des poids lourds de sa majorité, qui ne sont pas forcément alignés, donc ça peut aussi légèrement craquer, quoi. C'est ça, il y a les poids lourds et il y a la majorité. Les poids lourds, c'est qui ? C'est François Bayrou, Yaël Braun-Pivet, qui est donc la présidente de l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas complètement chauds bouillant pour cette... Il y a eu un déjeuner à Matignon, je crois, avec Elisabeth Borne. Il y a eu le petit déjeuner de la majorité cette semaine, effectivement, au cours duquel les choses ont été dites. Et les principaux ténors de la majorité, donc il y avait Stanislas Guerini, il y avait Yaël Braun-Pivet et François Bayrou, ont émis des doutes, non pas sur la réforme elle-même, mais sur la façon de la faire passer. Donc ça, c'est les ténors de la majorité. Et puis après, il y a la majorité. La majorité, je vous rappelle qu'elle est relative à l'Assemblée nationale et qu'elle est moins docile que celle du premier quinquennat. J'ai vu quelqu'un du gouvernement cette semaine qui me disait le groupe n'a plus du tout envie d'être considéré comme des députés qui sont godillots et qui sont le doigt sur la couture du pantalon. Au contraire, ce n'est plus un groupe bébé, c'est un groupe ados, et les ados, c'est fait pour embêter les parents. Ça rue dans les brancards. Voilà, parce qu'ils savent aussi que Emmanuel Macron ne sera pas réélu, donc ils ont aussi leur place propre à se faire, et puis ils se disent aussi, si jamais Emmanuel Macron est obligé de dissoudre durant le quinquennat, moi, député de La République En Marche, il va falloir que j'explique à mes électeurs que j'ai fait passer la réforme des retraites via un amendement du projet de loi de la sécurité sociale, donc ça va pas être simple. Donc pour toutes ces raisons, je ne serai pas réélu s'il y a des... Voilà, c'est ça. Et possiblement, soit j'ai piscine, soit je... Voilà. Mais donc tout ça, ça rend cette réforme par voie d'amendement extrêmement difficile. Et il y a effectivement, on a commencé à l'évoquer, la réponse des partenaires sociaux. Je vous propose d'écouter celle du président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. C'est une décision politique. C'est au pouvoir public, c'est au président de la République, c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Il y a une configuration au Parlement qui est assez particulière, donc ça a de décider. Vous vous dites, ça vaut la peine là de prendre le risque éventuellement de remettre les gens dans la rue. C'est une question politique à laquelle, au final, c'est au président de répondre. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'il faut faire cette réforme parce que sinon, le corps l'a dit très clairement, on a un problème pour la retraite dans 3, 4, 5, 6 ans. Le corps, le Conseil d'orientation des retraites, évidemment. Jean-Sébastien Ferjou, il n'est pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. Lui, il dit qu'il faut quand même aller vite sur cette réforme. Alors, il dit 3, 4, 5, 6 ans. Il n'y a peut-être pas d'urgence à 6 mois, mais il y en a une à court terme quand même. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on veut mettre dans cette réforme des retraites ? Parce que justement, il y a eu tellement de consultations, on est dans l'inverse du sprint. Ce que disait Laetitia tout à l'heure. Exactement. Et combien ça a coûté ? Parce que les consultations de Jean-Paul Delevoye, qui consulte tout le pays pendant 2 ans...
à un moment, c'est pour ça que je vous disais faire toujours des Français la variable d'ajustement. Je ne conteste pas le fait que la démographie française impose de toute façon d'envisager une réforme des retraites. Il y a bien des manières de le faire et finalement on aurait pu simplement s'inscrire dans ce qui a déjà été fait, un allongement de la durée des cotisations, parce que dès que vous rentrez dans les détails, dès que vous rentrez dans le système par points, en réalité c'est quasi inapplicable en France tellement c'est un maquis de régimes de retraite différents. Il est quasi impossible aussi de trouver des règles satisfaisantes en matière de pénibilité parce que l'idée est séduisante, mais dans la réalité, là encore, le diable est dans les détails. Et donc, voilà, il y avait une voie qui était très simple, qui n'a pas été choisie par le gouvernement. Donc oui, il y a un enjeu. Mais encore une fois, ça n'est pas l'équilibre des systèmes de retraite que vise Emmanuel Macron. Il vise les marges budgétaires parce qu'on a beaucoup dépensé ailleurs. Mais avant de beaucoup dépenser ailleurs, bien sûr qu'il faut un bouclier tarifaire pour aider les Français les plus défavorisés. Mais peut-être pourrions-nous faire des bilans de ce que nous avons fait aussi. Parce que quand je vous dis que l'État, lui, ne se remet jamais en question sur l'allocation de ses finances, ça mérite de vrais débats au Parlement. Un dernier mot sur ce premier chapitre de notre débat. Après, on file aux journées parlementaires LR à Biarritz. Mathieu Souquier, sur peut-être la dimension européenne, le regard de l'Europe sur une réforme attendue. Ça peut jouer aussi. Alors effectivement, à la limite, c'est le seul argument. Quand on est dans un cadre européen comme le nôtre aujourd'hui et qu'on est effectivement un pays qui a le système de retraite le plus favorable et qu'on a un certain nombre d'efforts à faire collectivement dans les années à venir, on peut vouloir donner des gages aux partenaires européens. Il n'empêche que je ne suis pas convaincu que Olaf Scholz, dans la période, ait pour préoccupation principale d'appeler Emmanuel Macron tous les jours pour lui demander de réformer son système la Commission de Bruxelles de retraite. Et tout ça est d'autant plus glissant qu'on est quand même du coup sur une retraite, on ne sait pas exactement sur quoi on va atterrir, mais on voit bien qu'on est quand même sur une réforme qui est très édulcorée par rapport au projet initial que rappelait Laetitia, y compris même par rapport au projet initialement vendu avant le premier tour de l'élection présidentielle. La retraite à 65 ans, on ne discute pas, puis il y a eu un entre-deux-tours un peu compliqué. Donc déjà, Emmanuel Macron a mis de l'eau dans son vin et la difficulté vient du fait que quand même, on est effectivement sur un projet de réforme qui est très largement rejeté par l'opinion. Donc le président est affaibli et on sait que l'opinion en face est quand même très hostile à cette réforme. Ça ne veut pas dire que l'opinion ne sait pas que... Majoritairement, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même deux France sur cette âge de 64 ans par exemple. Il y en a que ça ne dérange pas du tout. Et bien sûr que la ligne de clivage se fait... Mais ce n'est pas la même chose. Mais quand même, le rejet est très majoritaire. Les enquêtes d'opinion qui existent depuis l'élection présidentielle notamment font état d'à peu près une proportion des 2/3 de Français qui sont hostiles à la réforme. Avec évidemment de grandes variations en fonction de l'âge et du milieu social. Un mot, une question du sens sur le travail. Et cette question-là, elle fait partie du malaise démocratique. Donc balayer tout ça dans un amendement en passant, je pense que c'est vraiment prendre un risque politique. On y reviendra à la valeur travail, puisque c'est le troisième chapitre et on parlera de la gauche et de la gauche des allocs. Citation de Fabien Roussel. Mais d'abord, les journées parlementaires LR, comme promis, on file à Biarritz. On y retrouve en duplex Jérôme Rabier. Bonjour Jérôme, quelle chance d'être à Biarritz. Comment les LR vont-ils se positionner justement dans ce rôle d'opposant au président de la République? Ils ont 2 jours ici de débats, d'échanges pour tenter d'accorder leur violon sur les grands textes parlementaires de cette rentrée, dont ceux que vous avez évoqués à l'instant, des LR qui étaient affaiblis par les résultats de la présidentielle et qui sont pourtant au cœur de toutes les attentions, de toutes les discussions. Le gouvernement a dit qu'il voulait changer de méthode. Il a donc convié les parlementaires à Bercy hier pour échanger sur le budget. Eh bien, Jean-François Husson, c'est un des sénateurs qui était présent. Écoutez-le, il nous raconte le changement de ton. Il y a une rupture. Le président et le gouvernement est devenu disruptif puisque c'était très vertical pendant le quinquennat précédent. Aujourd'hui, nécessité fait loi. Il y a un affichage d'une volonté de faire autrement. C'est ni une instance de législation, ni une instance d'évangélisation, a dit Gabriel Attal. Et moi j'ai dit c'est encore moins une instance de caporalisation. Ces premières discussions, Jérôme, elles ont déjà un effet sur les parlementaires LR ? Non, pas vraiment Thomas, elles font plutôt sourire, voire un peu rire jaune, tout comme les pistes lancées par le gouvernement, comme par exemple de mettre dans le projet de loi de finances les droits de succession ou la réforme des retraites que vous venez d'évoquer, des thèmes très chers aux Républicains qui pourraient avoir du mal à ne pas les voter. Je n'ai jamais été autant dragué, nous a confié un parlementaire sur le ton de la blague. Le problème pour le gouvernement, c'est qu'en face d'eux, une partie des LR est insensible à ces avances. Écoutez Éric Ciotti à ce sujet. Il drague, mais il va se prendre un vent, le gouvernement. Voilà.
nous sommes dans une opposition claire. Moi, j'ai été élu dans l'opposition. Les électeurs qui ont voté pour moi à Nice, comme ceux qui ont voté pour mes collègues du groupe, ils nous ont demandé d'être dans l'opposition. Et on ne trahit pas un message, on ne trahit pas une confiance. Un non catégorique d'Éric Ciotti, mais quand on interroge d'autres parlementaires, difficile pour eux de voter contre ce qu'ils ont porté depuis longtemps. Puis il y a une troisième catégorie chez les LR. Écoutez Bruno Retailleau qui rappelle que c'est le gouvernement qui a besoin des parlementaires, les Républicains, et il compte bien s'en servir pour faire avancer des idées. Nous, on votera ce que nous votons d'habitude. On votera conformément à ce que nous avons toujours fait. Je veux vous faire remarquer que cet été, sur beaucoup de textes, c'est pas nous qui avons voté les textes de la majorité macronienne, c'est plutôt eux qui ont voté notre texte. Regardez le texte sanitaire. Il était totalement remanié. On voulait nous imposer à nouveau le pass sanitaire. On n'en a pas voulu. On l'a remanié, on l'a réécrit et il a été voté. Bruno Retailleau et Éric Ciotti qui ne sont pas sur la même ligne. On va rappeler, pour conclure, Jérôme, que la campagne pour la présidence de LR est lancée. Oui, c'est toute la difficulté actuelle des Républicains. Officiellement, ils doivent parler d'une seule voix, mais comme il y a une campagne interne, Éric Ciotti, Aurélien Pradier et Bruno Retailleau, on entend quand même des voix dissonantes parce qu'il faut bien se différencier. Preuve que, comme souvent, on a beau être dans la même famille, il peut quand même y avoir une compétition. Merci Jérôme Rabier en direct de Biarritz pour ces journées parlementaires LR. Nathalie Moret, ça rejoint évidemment le débat qu'on avait à l'instant sur le vote du budget. Comment s'opposer sans forcément faire tomber le gouvernement? C'est un peu la ligne de crête LR, ça? C'est la ligne de crête LR, mais c'est même plus que ça, j'allais dire, parce que ce projet de loi de finances, donc c'est toujours un moment important, parce que c'est avec le projet de loi de finances qu'on détermine si on est pour ou contre ou dans la majorité. C'est un moment important puisque ça va arriver en pleine campagne électorale, votre journaliste l'a dit, pour la présidence LR. Mais ça va tout changer, c'est loin d'être anecdotique. Là, on a vu dans les sujets que vous avez diffusés qu'on était quasiment sur une compétition entre le Sénat et l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui est très contre et qui ne veut absolument pas donner le point à la majorité, enfin à l'exécutif, et de l'autre côté les sénateurs qui eux sont plus j'allais dire ronds et plus sur le fond des choses traditionnellement et qui effectivement sont plus tout en étant dans l'opposition en tous les cas plus constructif peut-être. Plus constructif, voilà. Donc et c'est exactement ce qui va se passer au sein de vous parliez de ligne de crête, mais c'est la ligne, j'allais dire, de démarcation qu'il va y avoir entre les députés et les sénateurs et entre Bruno Retailleau et Éric Ciotti. Mais alors, est-ce que ça veut dire, Jean-Sébastien Ferjou, je me tourne vers vous, est-ce que la stratégie de LR vis-à-vis de l'exécutif, du pouvoir d'Emmanuel Macron, va être forcément différente de celle du premier quinquennat ou pas, après vous ? Ça va dépendre du résultat de l'élection. Effectivement, je suis assez d'accord pour dire qu'il y a une sensibilité qui est plus au Sénat, une sensibilité qui est plus celle de l'Assemblée nationale, mais je ne crois pas que ça se joue tellement sur le côté Macron-compatible. Parce que Gérard Larcher s'est toujours montré très dur sur Emmanuel Macron et a bloqué d'ailleurs un certain nombre de réformes, comme la réforme des institutions. Mais là où il y a une véritable différence de sensibilité entre Éric Ciotti et Bruno Retailleau, c'est probablement par rapport à l'idée qu'ils se font de la stratégie pour que la droite puisse revenir au pouvoir. Faut-il une droite qui soit combative, très combative, en assumant d'être clivante, ou faut-il une droite qui essaye d'être pas forcément plus rassembleuse d'ailleurs, parce que justement tout l'enjeu du débat en matière d'efficacité est là, mais en tout cas un peu plus modéré sur la manière d'exprimer les choses et ne se séparant pas du centre droit. Et ces deux stratégies-là, effectivement, elles peuvent avoir un impact sur la manière dont LR va se positionner vis-à-vis du gouvernement, mais ça n'est pas le sujet premier. Leur sujet premier, c'est comment revenir au pouvoir en 2027, et est-ce que c'est en recréant une droite qui assumerait peut-être un peu plus d'ailleurs une forme d'union potentielle des droites, au moins au niveau des électorats, ou une droite qui dit finalement il y a une partie de la droite qui est partie dans l'électorat, enfin de notre électorat qui est parti chez Emmanuel Macron, ramenons-le à nous, et pour le ramener à nous, il ne faut pas nous montrer trop clivant. Alors que sur le fond, la ligne politique, elle est relativement similaire. Éric Ciotti et Bruno Retailleau, sur le fond, ça n'est pas très très différent politiquement. Alors justement, il y a un troisième homme, c'est Aurélien Pradier. Il a officialisé, c'était pas une surprise, mais sa candidature à la présidence LR, c'était au début de cette semaine. Le député du Lot qui assume une ligne différente de celle de l'histoire récente de son parti. Écoutez. Vous n'avez pas l'impression qu'il faut qu'on change un truc ?
Ça fait 10 ans qu'on perd les élections. On a fini les présidentielles à moins de 5%. Enfin, qui est le dingue qui considérait qu'il ne faut rien changer? Enfin, les fous, aujourd'hui, ce ne sont pas ceux qui veulent changer les choses. Les fous, ce sont ceux qui veulent ne rien changer. Mathieu Souquier, vous dites que les LR, ils sont un peu perdus en ce moment. Est-ce que ça peut être une chance pour un Aurélien Pradier, qui est quand même a priori minoritaire aujourd'hui? Oui, on va voir. Enfin, effectivement, on disait que la rentrée du président de la République était compliquée. La rentrée des LR est encore plus compliquée. C'est tout le paradoxe des LR. L'opinion française continue de se droitiser, mais la droite française est elle-même très affaiblie. Mais pour une raison très simple, et c'est tout l'équilibre instable en fait du parti Les Républicains, ils se sont fait piquer leur programme à la présidentielle, ils se sont fait piquer leurs électeurs, ils se sont fait piquer leur parrain symbolique qu'est Nicolas Sarkozy, et ils se sont fait piquer leurs héritiers putatifs que sont Édouard Philippe, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin pour la suite. Donc c'est vrai que c'est dur. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et un congrès, ça sert à quelque chose pour un parti politique. Ça sert à trancher une ligne politique, à clarifier une ligne politique et à se désigner un leader qui normalement est le leader non seulement pour diriger le parti, mais pour le mener à la victoire électorale, aux prochaines échéances. Or là précisément, on va avoir un congrès qui ne va pas véritablement leur permettre de trancher une question de ligne politique. À ce stade, en tout cas, les deux favoris, que sont précisément Bruno Retailleau et Éric Ciotti, sont sur la même ligne. Il y a peut-être des styles un peu différents. Il y a le sud de la France et puis la Vendée, mais fondamentalement, c'est quand même la même ligne politique en matière économique, sociale, fiscale et régalienne. Donc il n'y a pas de vraie différence. Donc ça va se jouer sur le. Il n'y a pas de vraie différence. Notamment sur la personnalité. Alors que trancher une ligne politique, avoir un débat entre deux orientations politiques, comme ça s'est toujours passé dans les partis, parce que les partis ne sont jamais univoques, uniformes, c'est très intéressant. Mais là, on n'aura pas ça. Et encore une fois, celui qui sortira du chapeau de toute façon ne sera a priori pas le candidat du parti à la prochaine élection présidentielle. Donc reste à voir quelle efficacité ça peut produire. Ce sera Édouard Philippe. Je ne prends pas les paris à ce stade, mais... Ouais. Il y a aussi une question, il faut l'évoquer, elle est importante, Nathalie Moret, c'est la question de ceux qui votent. Rappelons comment ça marche et l'importance des cotisations à jour, on va dire ça comme ça. C'est ça. Donc en fait, ce sont les adhérents qui vont voter. Pour reprendre un peu le film, il y avait 150 000 à peu près adhérents, les Républicains, qui ont donc voté pour la primaire qui a désigné Valérie Pécresse. Sur ces 140 000, 150 000, il en reste à peu près 50 000. Donc il y en a 2/3 qui sont partis dans la nature. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été déçus que leur parti ne fasse que 4,8% au premier tour de la dernière présidentielle. Donc tout l'enjeu pour les candidats qui sont favoris, en l'occurrence Bruno Retailleau et Éric Ciotti, c'est d'avoir le plus d'adhérents qui sont quasiment sûrs de voter pour eux. Et là, si on regarde la physionomie des LR, vous avez deux grosses fédérations, celle de l'Île-de-France et celle des Alpes-Maritimes. Celle des Alpes-Maritimes est acquise à Éric Ciotti. Celle d'Île-de-France a beaucoup fondu, mais elle était acquise à Valérie Pécresse. Donc tout le travail qui est à faire pour Bruno Retailleau, c'est de s'affilier à un certain nombre de barons locaux partout dans les régions pour que les barons locaux fassent des cartes. Pardonnez-moi cette expression, mais c'est comme ça que ça veut dire, pour qu'il y ait de plus en plus, et le plus possible d'adhésion à 30 €. Je rappelle qu'il y a quand même quelque chose qui est assez drôle chez les LR. Avec une même carte bleue, vous pouvez avoir 4 adhésions. C'est-à-dire que vous payez avec votre carte bleue, Thomas, et vous faites adhérer 4 mails différents, celui de vos enfants, votre cousin du Pas-de-Calais, etc. Donc, c'est quand même... C'est très mafieux comme comportement. C'est vraiment Vous y allez fort, mafieux. Mafieux, mais non, mafieux, pardon, mais c'est exactement ce qui s'est passé Enfin, c'est un manque de transparence. C'est pas forcément, comment dire, méchant dans ma bouche, mais c'est le mode des fonctionnements aujourd'hui des partis traditionnels qui fonctionnent comme ça. Oui. Jean-Sébastien Ferjou. Je suis assez d'accord. Effectivement, un des enjeux, c'est de dire qui sait faire des cartes, quelle est l'expression employée. Mais il y a une autre clé du scrutin quand même, qui est l'attitude de Laurent Wauquiez, puisque les uns et les autres se positionnent par rapport à Laurent Wauquiez. Éric Ciotti a dit très clairement qu'il pensait que Laurent Wauquiez avait vocation à être le candidat en 2027, et Bruno Retailleau l'a dit moins clairement, mais l'a quand même suggéré. Et donc la clé, une des clés, puisque Laurent Wauquiez déjà est à la tête d'une région où on a vu que c'était là où les députés, où il y a beaucoup de cartes, et là où les députés LR en France ont fait globalement les meilleurs scores. Et donc Laurent Wauquiez, lui, a priori, va soutenir Éric Ciotti. En tout cas, c'est ce qui se dit à l'heure actuelle. Alors,
peut-être assisterons-nous à quelque chose de l'ordre de ce qui s'était passé avec Michel Barnier. Vous savez, où tout le monde, ou en tout cas Michel Barnier, lui, disait « Laurent Wauquiez, je suis le candidat en sous-main de Laurent Wauquiez ». Et puis finalement, on n'a jamais vu le soutien public arriver parce que la campagne de Michel Barnier ne prenait pas. Là, je pense que l'équipe de Laurent Wauquiez est plus déterminée à soutenir Éric Ciotti. Donc effectivement, ça va être un vrai enjeu pour la droite. Parce que c'est cette question de 2027. Et c'est toute la difficulté. C'est que la logique, en réalité, de la Ve République, c'est que si vous êtes un parti d'opposition, votre chef aurait vocation à être le prochain candidat à la présidence de la République. On a fini par perdre ça de vue. Mais il faut quand même du temps. Quand vous voulez imposer une nouvelle matrice idéologique, et quand vous voulez retrouver justement un électorat que vous avez pu perdre, il vous faut du temps. Ça ne se joue pas dans un sprint, pour le coup, dans les 18 derniers mois, en misant tout sur la personnalité. Allez, on termine. Juste en off, une petite phrase off de Laurent Wauquiez. Il dit que s'il n'y va pas, lui, en 2027, ce sera au deuxième tour Mélenchon contre Marine Le Pen. Ça, c'est une petite phrase qui tourne en ce moment et vous pouvez même la trouver dans la presse. Une micro-chose en rebond des chiffres que donnait Nathalie, les 130 000 ou 150 000 adhérents mobilisés pour la primaire, aujourd'hui réduits à 50 000, on enterre beaucoup Éric Zemmour en cette rentrée. On considère qu'il est passé totalement à côté de la présidentielle. Il est quand même un des 4 candidats à l'élection présidentielle à s'être fait rembourser ses dépenses de campagne, loin devant Valérie Pécresse. Et aujourd'hui, son mouvement affiche 130 000 adhérents, dont la moitié qui ont voté... 30 000 pour le Congrès. Qui ont voté pour les élections. Ah, je croyais que c'était la moitié. Enfin, moins que ça. En tout cas, 130 000 adhérents, donc dont 30 000, je me trompais, qui ont quand même voté pour la gouvernance du parti. Voilà, comparé encore une fois à ce que sont les chiffres du parti Les Républicains, héritier du parti du général de Gaulle, ça fait quand même froid dans le dos. Allez, je reprends la main. On termine avec la NUP ou la NUPES qui se déchire autour de la valeur travail. Tam Tranui, vous pouvez nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour, Tam. Thomas, une rentrée évidemment perturbée par les propos de Fabien Roussel. C'était le week-end dernier. Et oui, à la fête de l'UMA, ses concerts, les pieds dans la boue et désormais son pavé jeté dans la mare par le secrétaire national du Parti communiste. Il fait une rentrée en fanfare, Fabien Roussel, avec ses propos qui ont été commentés toute la semaine, dans lesquels il a opposé, je le rappelle, la gauche du travail à la gauche des allocations et des minima sociaux. Et hier, dans une tribune au Monde, il persiste et signe, regardez, j'assume défendre le Parti du travail, dit-il. Le chômage tue, il bousille des vies, il fait basculer des familles entières dans la pauvreté. Et interrogé hier sur France Info, Fabien Roussel assume les divergences dans la grande union de la gauche. Il juge que 2 lignes s'opposent. Écoutez. Il y a ceux qui défendent le droit à la paresse, il y a ceux qui défendent l'idée de mettre le RSA à 1 000 €. Eh bien, je défends, moi, l'idée que nous devons garantir, nous devons nous projeter dans une société qui garantisse à tous un vrai emploi, une formation, les moyens financiers de le mettre en place. Bref, il a donc remis une pièce dans la machine et suscité un peu plus d'agacement au sein de la NUP où certains jugent ses propos réactionnaires. Il s'est notamment attiré les foudres de la France insoumise, mais aussi des écologistes. Écoutez, bien justement, Sandrine Rousseau ce matin. Je vous dis qu'on a un droit à la paresse, je vous dis qu'on a un droit à la transition des métiers. C'est-à-dire que quand on a un métier dans une industrie polluante, eh bien on a le droit à changer. On a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie. Et surtout, il nous faut retrouver du temps, le sens du partage et la semaine de 4 jours. Que là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans la valeur travail. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Rousseau et Roussel, c'est pas exactement la même vision de la gauche. En revanche, ce qu'ils ont en commun, c'est le goût des sorties médiatiques. Oui, l'un et l'autre assument faire le buzz. Ils se sont bruyamment opposés ces derniers jours sur des histoires de barbecue et de genre des grillades. La viande, eh bien, c'est d'ailleurs le sujet qu'avait choisi Fabien Roussel comme marque de fabrique pendant la campagne présidentielle. La bonne viande, le bon fromage, le bon vin comme slogan pour se démarquer de la gauche quinoa. Cet ancien journaliste sait très bien comment faire parler de lui. Cette fois-ci, il clive donc un peu plus en empruntant une partie du vocabulaire aujourd'hui associé à la droite, c'est-à-dire la valeur travail, l'assimilation des allocations à l'assistanat. Bref, il triangule, c'est-à-dire qu'il récupère les mots de l'adversaire pour gagner de nouveaux électeurs. Là, il cherche les classes populaires. Et il n'est pas seul sur cette stratégie à gauche. Et oui, dès la semaine dernière, Fabien Roussel a dit dans son discours partager les vues de François Ruffin dans Alternative économique. Ruffin qui fait souvent cavalier seul à LFI.
LFI a donc déclaré « La gauche doit redevenir le parti de l'égalité et de la fierté au travail ». Et depuis, lui aussi a fait son explication de texte dans son blog sur Mediapart. Il explique en gros que Fabien Roussel et lui sont d'accord sur le diagnostic, mais pas sur les solutions. Il estime que Fabien Roussel agit comme un chef marketing et qu'il divise avec ses sorties, ce sont ses mots. Lui appelle au contraire à l'union pour ne pas laisser au Rassemblement national, je le cite encore, nos régions industrielles, nos coins de campagne, non pas grignotés, mais avalés à vitesse grand V. Et puis, l'union de la gauche, on peut le rappeler, a aussi bien besoin d'accorder ses violons pour parler d'une même voix sur les grandes réformes qui s'annoncent, et notamment celle de l'assurance chômage. Merci Tam pour toutes ces explications. Jean-Sébastien Ferjou, je commence avec vous. Peut-être sur le fond, sur cette valeur travail. Vous commenciez à l'évoquer tout à l'heure. Du sens du travail. Oui, le sens du travail. Et puis, mais derrière ça, c'est vrai, derrière ça, il y a l'enjeu de parler aussi à un électorat populaire qui s'est détourné de la gauche depuis des années. C'est ça bien sûr, mais quand on entend Sandrine Rousseau, je sais pas, ça l'amuse, donc tant mieux. Quand on pense que cette femme est universitaire et que, Stakhanov, je crois pas que c'était le héros de l'Union des républiques socialistes capitalistes. Il me semble quand même que le travail, on a oublié aussi, mais ça Sandrine Rousseau s'en fiche parce que la réalité ne l'intéresse pas, que par exemple Gorbatchev, vous savez, encore Gorbatchev, quand il a été nommé secrétaire général du Parti communiste, le KGB faisait des descentes en Russie, dans les cinémas, etc., pour aller chercher les gens qui ne travaillaient pas, justement, parce qu'il voulait faire remonter l'économie soviétique. Donc de toute façon, c'est un argumentaire, mais qui n'a, historiquement, politiquement, idéologiquement, aucun sens. Maintenant, oui, bien sûr que la question posée par Fabien Roussel ou par François Ruffin, qui en substance, dans le livre qu'il sort cette semaine, déploie exactement le même argumentaire que Fabien Roussel, sauf qu'il le dit de manière plus détournée et avec plus d'égard vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Mais oui, bien sûr, la question est celle des catégories populaires, parce que le travail a un sens pour les catégories populaires, et la question de l'assistanat, elle est souvent, à vrai dire, posée justement par des gens dites catégories populaires ou moyennes. Regardez les gilets jaunes, ils n'étaient pas milliardaires ni catsup sur les ronds-points. Et bien souvent, ils vous disaient, nous sommes excédés par le fait qu'à côté de chez nous, il y a des gens qui ne travaillent pas et qui gagnent parfois plus que nous par le biais des allocations. Donc oui, ce sont deux stratégies politiques totalement opposées, mais on voit bien qu'on a une gauche qui, de toute façon, a quitté le champ du réel et qui est dans sa volonté de détruire ce qui a fait les fondamentaux de la civilisation des démocraties libérales. Ouais. Vous dites que la gauche a quitté le champ du réel. Bon, voilà, c'est une opinion. Pas la gauche. Oui. Pas la gauche. Cette gauche. La gauche, Sandrine Rousseau. Oui. D'accord. Mais on peut aussi, Mathieu Souquier, Sandrine Rousseau, peut-être qu'elle n'a pas tout à fait tort. On est quand même dans un rapport au travail qui est en train de changer. L'épidémie, elle a bouleversé notre rapport au travail. La maison cocon dans laquelle on se réfugie, peut-être que c'est à ces Français-là qu'elle s'adresse aussi. Alors, sur la forme, effectivement, tout ceci démontre que Sandrine Rousseau n'a pas le monopole du buzz. Et quand même, ça m'amène à commenter le fait que nous commentions tous collectivement depuis déjà un certain nombre de jours une déclaration, mais d'un candidat à l'élection présidentielle qui à la fin a fait 2%, et par ailleurs d'une candidate battue à la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Donc on est tous en train de se positionner, et tout le débat politique se structure autour d'une déclaration de Fabien Roussel et puis d'un rebond de Sandrine Rousseau. Et si encore une fois... mais parce que sur le fond, c'est pas seulement une querelle de personnes, ça existe aussi, mais sur le fond c'est intéressant. Il y a un vrai débat de fond sur quelle est la place du travail dans nos sociétés aujourd'hui. Pour autant, je trouve que la polémique a un côté un peu lunaire. Il y a un droit au repos. Je ne sais pas s'il faut l'appeler droit à la paresse, mais il y a évidemment un droit au repos. Il est inscrit dans la loi. Et il y a même un droit au travail qui lui-même est inscrit dans la Constitution. Donc tout le monde a envie et de travailler et de se reposer. Donc c'est un peu artificiel d'opposer l'un et l'autre. Je trouve ça tout à fait artificiel. Et si on est rigoureux, je ne dirais pas du tout que Ruffin et Roussel, même combat. Ils ne disent pas la même chose. Qu'ils aient pour partie la même visée, ou en tout cas la même préoccupation de recapter les votes des catégories populaires, c'est réel. Et c'est un vrai débat puisque la gauche les a perdus. Ça d'accord, mais ils ne disent pas la même chose. François Ruffin dit valorisation du travail. La gauche doit recapter en fait la valeur travail. Fabien Roussel dit opposition de la France ou de la gauche du travail et de la gauche ou de la France des allocs. Il n'y a aucune raison d'opposer le travail
et les allocs, comme il n'y a aucune raison d'opposer le travail et le repos. Quand on octroie, pardon Jean-Sébastien, mais effectivement, quand on octroie, que quand vous lisez le livre de François Ruffin, le raisonnement, il est sur le fond. Mais encore une fois, la valorisation du travail, c'est tout à fait de gauche, et d'ailleurs, ça devrait être de gauche, y compris pour le leader du Parti communiste français, Parti des travailleurs français. Mais opposer le travail et la solidarité, confondre la solidarité et l'assistanat. Ça, c'est l'argumentaire que la France Insoumise a repris de Fabien Roussel. Fabien Roussel, à aucun moment. Encore une fois, quand Fabien Roussel n'a jamais dit qu'il voulait supprimer le RSA ou qu'il voulait supprimer l'assurance chômage. Je dis que pas plus qu'il n'aurait dit qu'il comptait voter la réforme de l'assurance chômage. Je termine, Jean-Sébastien. Quand on évoque la France des allocs, à quoi fait-on implicitement référence? À une conviction de plus en plus largement répandue dans l'opinion selon laquelle il y aurait trop d'assistanat dans notre pays. C'est une conviction partagée par 75% des Français, indépendamment d'ailleurs du taux de chômage, et qui est y compris majoritaire à gauche. Voilà. Ah oui. Donc il y a une dimension évidemment tactique, et avant tout tactique. Non, je pense que ça relève de la conviction chez Fabien Roussel. Parce que pour le coup, c'est le retour aux fondamentaux du communisme. Personne ne prône la société du chômage. Personne. Donc tout le monde est d'accord avec le fait que... Ce qui est particulièrement absurde, c'est qu'un des arguments pour le revenu universel, pour le coup, et Benoît Hamon, malheureusement, n'a jamais rien compris au sujet, mais enfin bref, c'est que quand vous mettez en place des expériences de revenu universel, les gens reviennent au travail. Préciser, ils ne le dépensent pas pour aller au casino, fumer des cigarettes ou s'acheter je sais pas quoi. Ça leur permet plus facilement de revenir vers le marché du travail. Pourquoi ? Parce que le travail donne aux gens un sens. Alors pas pour tout le monde, pas pour Sandrine Rousseau. Quoique j'ai pas l'impression que Sandrine Rousseau, elle travaille. Quand elle dit des conneries à la télé, c'est son travail. Donc ça a l'air de donner un sens à sa vie malgré tout. Ça n'est pas que pour elle, pour les autres aussi. Alors il y a aussi, je vais reprendre la main parce qu'il nous reste 5 minutes dans ce débat. Je voudrais quand même qu'on parle aussi un peu du jeu, on va dire, des personnalité politique, Laetitia, parce que derrière tout ça, il y a la question aussi de Jean-Luc Mélenchon, de la succession de Jean-Luc Mélenchon, de la popularité de Jean-Luc Mélenchon. Oui, moi je pense que dans ce débat, artificiel ou pas, le grand perdant c'est Jean-Luc Mélenchon, et je vais vous le démontrer. Alors déjà, François Ruffin avait dit que s'il fallait reprendre le drapeau en 2022, si Jean-Luc n'y allait pas, il irait. Bon, Jean-Luc y est allé, mais rappelez-vous, au premier tour, il dit à ses troupes, faites mieux. Et puis ensuite, on a l'impression qu'il remonte à cheval avec la NUP, avec ce succès de communication aussi, et puis succès politique. Et puis finalement, il repêche par égocentrisme. Et Roussel a là, à mon avis, carrément ringardisé. Déjà, Mélenchon a fait une erreur stratégique, c'est de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Et puis, il bloque Jean-Luc Mélenchon sur la réalité politique. Il veut absolument refaire le film. Quand il revient à la fête de l'Humanité, alors que ça faisait 6 ans qu'il n'était pas venu, c'est pour dire ceci. Nous avons manqué de peu l'accès au deuxième tour à l'élection présidentielle. Il est clair qu'ensemble, on passait. Voilà, l'ensemble, ça veut dire avec Fabien Roussel, refaire le film, est-ce que ça sert à quelque chose ? Je ne crois pas. Ce que les journalistes ont vu et surtout ce dont ils ont témoigné, c'est ce jeu du chat et la souris entre Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. Et d'ailleurs, il y a une séquence qui a été diffusée par plusieurs télévisions. Le moment où Jean-Luc Mélenchon repart et une journaliste de l'émission Quotidien lui tend le micro et lui demande « Pourquoi vous n'avez pas serré la main à Fabien Roussel ?» Regardez ce qu'il répond. Et là, il y a au moins 100 000 personnes dans cette fête que j'ai pas saluée. Et si vous pensez que je suis venu ici pour me disputer avec quelqu'un, vous vous trompez. Parce que moi, je suis sympa comme gars. Cette ironie, à mon avis, est une erreur de communication politique. Pourquoi ? Parce que je suis assez d'accord avec vous, Jean-Sébastien Ferjou. Justement, Fabien Roussel fait tout le contraire et lui joue le parler vrai. Il va sur les territoires et il parle comme, effectivement, les militants de la gauche. Alors, bien sûr que depuis ce week-end, il est partout. Mais au-delà de cette occupation médiatique, il faut écouter ce qu'il dit. Et ses propos sont très clairement énoncés, par exemple, sur Sud Radio. La gauche doit l'emporter et je souhaite qu'un jour, nous l'emportions. Il va falloir qu'on aille convaincre ces 26 millions de Français qui ne sont pas allés voter aux élections législatives. Je sais que ça ne fait pas plaisir à tout le monde quand je dis ça, mais la réalité est celle-là. Il y a 26 millions de Français qui ne sont pas allés voter et qui s'abstiennent. Et leur abstention, pour moi, elle a beaucoup de sens et je veux leur parler. Voilà, donc il y a un cap au-delà des mots et des postures et même de la personnalité et même de la com de Fabien Roussel. Il veut raccrocher la gauche au plein emploi.
C'est peut-être pas idiot parce que le plein emploi, ça a été complètement préempté par Emmanuel Macron qui en a fait un peu l'étendard de son second quinquennat. Et finalement, Fabien Roussel a peut-être la meilleure réponse à apporter aux Gilets jaunes qui, au-delà des écrans plats, voulaient certainement retrouver leur dignité justement sur la valeur et le sens du travail. Voilà, vous rejoignez sur cette analyse. Nathalie Moret, pour l'instant, ça tient, cet attelage de la NUP ou de la NUPES, parce qu'il n'y a pas d'échéance électorale à court terme, on peut dire ça comme ça. Totalement. Non, ça tient pour ça. C'était un accord électoral, la NUPES. C'était pas un accord sur le fond. Je vous rappelle que dans l'accord qui a été signé, ils avaient justement mis de côté tout ce qui les départageait. Qu'est-ce qui les départageait ? C'était principalement le positionnement par rapport à l'Union européenne. Or, qu'est-ce qu'il se passe dans 2 ans ? C'est les élections européennes. Donc cet accord, qui est un accord électoral, tiendra bon gré mal gré jusqu'en 2024. Et en 2024, il y aura plusieurs listes de gauche présentées, notamment une liste verte, enfin une liste écolo et une liste communiste, parce qu'ils ont effectivement deux conceptions complètement différentes du travail, et je trouve que ce qui et de l'Europe, mais je rebondis en disant qu'effectivement cette polémique sur le travail est assez passionnante parce qu'on voit qu'il y a 2 conceptions totalement différentes du monde du travail, du rapport au monde, et c'est beaucoup plus profond que ça ne paraît. Merci beaucoup, merci à tous les 3 d'avoir participé à ce premier débat. Je vous dis à bientôt dans Sens Public.